Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde peu avec nos enfants et souvent avec un peu de malaise entre adultes, c'est l'argent. Parce qu'il touche à nos émotions, à notre histoire familiale, à nos choix de vie et parfois même à notre santé mentale. Comment en parler à nos enfants sans les angoisser? Comment les aider à comprendre ce que c'est, à l'utiliser avec conscience? Et comment, en tant que parents, préparer concrètement leur avenir financier? Pour en discuter, je reçois Mathias Bacchino, directeur des marchés européens de Trade Republic et auteur de livre « Prenez votre argent en main ». Salut Mathias. Salut. Il est aussi père et dans cet épisode, on va parler autant de chiffres que d'émotions, de nos peurs liées à l'argent, des déséquilibres dans les couples et de la façon dont on peut, ensemble, transmettre à nos enfants une relation plus saine et plus égalitaire à l'argent. On verra aussi comment, dès l'enfance, on peut enseigner les bases de la gestion financière avec des mots simples, des petits gestes du quotidien et des exemples concrets. Et on parlera du plan épargne enfant, récemment lancé par Trade Republic, qui soutient cet épisode aujourd'hui, un outil sans frais, pensé pour aider les parents à investir sur le long terme pour leurs enfants, tout en leur apprenant à comprendre la valeur du temps et de la patience. L'idée ici, ce n'est pas de parler d'argent comme d'un but en soi, mais comme d'un levier d'autonomie, de sécurité et de liberté pour nous et pour nos enfants. Tu veux donner un coup de pouce au podcast? Abonne-toi, laisse des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify, je peux même te répondre là-bas. Tu peux aussi venir discuter sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Et si tu veux me parler de vive voix, il y a SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me soutenir sur Papatriarcat Plus avec des épisodes en avance, sans pub, et déjà plus de 80 bonus à découvrir, le lien est en description. Alors on y va tout de suite avec ma première question. Mathias, tu dis dans ton livre qu'en France, on ne parle jamais d'argent, ni à la maison, ni à l'école. Alors pourquoi ce tabou persiste selon toi? Et quelles conséquences ça a sur notre manière d'épargner pour nos enfants? Vaste sujet. On démarre fort. Oui, c'est vrai que c'est gros dossier pour commencer. Donc, d'abord, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que la dédicace de mon livre est à mes enfants pour que l'argent soit pour eux un outil et jamais un boulet ou un maître. Donc, c'est un enjeu qui me tient personnellement à cœur au-delà de mon engagement professionnel. Ensuite, les tabous, en général, ça se construit pour deux raisons, à cause d'une croyance et à cause d'émotions. Il y a eu pendant très longtemps en Europe une croyance que l'argent était quelque chose qui salissait. C'est-à-dire que dans les années 60-70, tu avais les 2/3 à peu près de la population française qui considérait que l'argent était sale. C'est un mot fort quand même. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai entendu petit en tout cas. Bon. Et aujourd'hui, c'est 30%. Donc, beaucoup moins déjà. Ouais. Donc, ça veut dire que ce tabou est en train de partir petit à petit. Il a des origines parfaitement identifiées, qui sont avant tout religieuses, puisque dans la religion catholique, gagner de l'argent est perçu comme quelque chose, effectivement, de sale. Ce qui n'est pas le cas chez les protestants, par exemple. Ça a généré, évidemment, le fait que gagner de l'argent était un problème. Ça a conduit, effectivement, à ce tabou qui a été renforcé ensuite pendant des décennies par l'absence de considération pour les émotions que les gens ressentaient à propos de l'argent. Et ça n'a fait que renforcer en fait le tabou, puisque l'argent générait chez les gens pas éduqués du tout sur ces sujets-là, c'est le cas de tout le monde, des émotions avant tout négatives. La peur de manquer, et la peur de savoir que les autres sachent qu'on a gagné. Donc c'est ça. Ce qui est bien avec l'argent, c'est que qu'on en ait beaucoup ou pas beaucoup, c'est un problème en fait. C'est vrai. Et donc, et ça a déclenché ce tabou-là, qui a toujours été là quasiment en France, et qui a été renforcé ensuite par des idéologies politiques aussi opposées à l'argent, qui ont pas forcément bien décrit les mécanismes réels de l'argent dans la vraie vie, ce qui fait que les gens n'ont pas pu s'en saisir. Et ça a généré ce tabou dingue, quoi. C'est le deuxième sujet le plus difficile pour les gens à aborder après le sexe. En France, voilà. Et c'est une dispute sur deux dans le couple qui est liée à ça. Enfin, je sais pas quoi dire, quoi. C'est un problème qui est absolument partout dans la société. C'est un problème, par exemple,
pour la relation entre les salariés et les patrons. On n'ose pas trop en parler, on n'ose pas demander, on n'ose pas. Là, il va y avoir la transparence sur les salaires, c'est très bien. Ça va permettre d'en parler, justement. Ouais. Et si on peut en parler, on peut aussi aboutir à des solutions qui conviennent mieux à tout le monde. Et puis tu évoquais le côté un peu social et politique qui vient avec certaines luttes aussi. Moi, concrètement, je viens de milieu populaire et j'en suis aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que moi, si tu veux, tout petit, j'ai entendu même mon père voulait pas que je fasse d'études d'économie en ES, tu vois, parce que pour lui, l'argent, les patrons, ceux qui gagnaient de l'argent, c'était forcément des salauds et il fallait pas aller là-dessus. Bon, bien sûr, il a été Forcé sa vie salarié et fonctionnaire. Si tu veux, mais il avait vraiment cette vision-là, tu vois. Forcé de constater, quand on regarde aussi objectivement que possible l'histoire, forcé de constater que le capitalisme a créé des catastrophes bien sûr. horribles, des abus sur les gens, sur les enfants, sur la nature. C'est évident. Mais il y a une autre réalité aussi, qui est que le capitalisme a contribué à sortir littéralement des milliards de personnes de la très grande pauvreté. Donc moi, j'ai une vision qui est pas du tout idéologisée du sujet, parce qu'en fait, dans ma famille, j'ai des gens d'extrême gauche, de droite et d'extrême droite. Ok. Voilà. Et donc, ça doit être sympa les repas. Alors, ça tombe bien, c'est des pans de ma famille qui se parlent jamais, je te rassure. Mais néanmoins, ma famille, c'est ça. Okay. Et donc, j'ai été exposé depuis tout petit à des gens qui disent les salauds de patrons, les salauds de riches, des gens qui disent les pauvres qui foutent rien, les profiteurs, les assistés, tout ça. J'ai été confronté à l'ensemble des points de vue, si tu veux. Donc j'essaye moi de rassembler tout ça dans une phrase très simple. L'argent, c'est un outil. C'est pas une valeur, c'est un outil. Et un outil, on en fait ce qu'on veut. Et donc je me bats moi pour que les gens puissent, et je crois que pour nos enfants demain, ça va devenir une compétence vraiment importante, savoir comment utiliser l'argent comme ils en ont envie. D'accord ? Je leur dis pas ce qu'ils doivent penser. Je leur dis pas comment ils doivent l'utiliser. J'ai une conviction personnelle qui est qu'ils vont bien l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Autant que possible. Comme tout sujet éducatif, en vrai, avec nos enfants. Voilà. J'essaye simplement de le remettre à sa place. C'est un outil qui a été très pratique pour développer l'humanité aussi. C'est un outil qui a été parfois utile aussi à l'humanisme. C'est un outil qui est parfois utile à ce que l'humanité a fait de pire. Je veux dire, l'esclavage, c'est du capitalisme. Oui, mais même la guerre, parfois, c'est du capitalisme. Parfois aussi. Tu relances une économie avec une guerre. Parfois aussi. Ce qui me fait d'ailleurs une petite remarque en passant, c'est que on regrette beaucoup les 30 Glorieuses en France. On regrette beaucoup cette période soi-disant bénie des 30 Glorieuses. Il y avait des choses bien dans les 30 Glorieuses. Indiscutablement, la vie était quand même de plus en plus facile par rapport à avant. Mais s'il y a eu les 30 Glorieuses, c'est parce qu'avant, il y a eu 20 millions de morts. Oui, c'est parce que juste avant, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, attention à ce qu'on souhaite. Moi, je souhaite pas qu'il y ait de nouveau les 30 Glorieuses en France. Parce que ça voudrait dire que probablement il y aurait une crise, c'est une bascule, quelque chose de très sévère avant, en fait. Et ce tabou-là, il fait que l'argent des gens, et particulièrement des classes moyennes et des classes populaires, est très mal optimisé pour eux. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Justement, tu vois, quand on devient parent, on se pose assez vite la question par rapport à notre argent, quand même. Comment est-ce que je peux assurer un petit peu l'avenir de mes enfants ? Alors moi, j'ai lu du coup que les Français se tournent beaucoup vers le livret A et l'assurance vie. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe-là ? Est-ce qu'on a un besoin de sécurité vis-à-vis de ça ? Est-ce que c'est vraiment de la sécurité ? En fait, le besoin est en train de changer. Les classes moyennes et les classes populaires, leur besoin vis-à-vis de l'argent est en train de changer. Pourquoi ? Parce que quand on était dans une période où il y avait une forte croissance, où il y avait une amélioration de la progression sociale, où il y avait une réduction des inégalités. Ce qui était le cas en France, des années 60 aux années 2000, les inégalités se réduisaient, la richesse se déployait un peu plus. Pendant toute cette période, les gens, ce qu'ils avaient besoin d'apprendre à faire, c'était à sécuriser, c'était à conserver ce qu'ils avaient gagné. C'était ça le besoin. Parce qu'en fait, tu travaillais, tu payais tes cotisations, t'avais une bonne retraite. C'est la période bénie où t'achetais un bien immobilier 3 fois rien et où 20 ans plus tard, il te faisait ta retraite, en fait. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers et qu'on critique. Mais qu'est-ce que tu veux les critiquer ? Le monde était différent. Enfin, à quoi ça rime à rien de les critiquer. On peut reprocher à la puissance publique de pas avoir adapté les structures de l'économie, ce qui fait que depuis 2000, les inégalités, elles réaugmentent. Ça, on peut leur reprocher. Mais qu'est-ce que tu veux reprocher à des gens qui ont grandi dans un monde où il fallait effectivement sécuriser, conserver, parce qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait ?
Sauf que depuis 2000, je simplifie, mais c'est en gros depuis 2000. Oui, bien sûr. Depuis 2000, les conditions économiques des gens, elles, empirent. C'est-à-dire que depuis 2000, on a vu le pouvoir d'achat moins se développer, la crise du logement en France qui est une catastrophe totale pour l'argent des gens. On a vu se développer ces 5 dernières années le retour de l'inflation. Nécessairement, aujourd'hui, on est tout simplement de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux, de plus en plus endettés. Donc en fait, la seule logique, c'est que la réalité, c'est que l'argent, il faut apprendre à l'optimiser. Avant, on pouvait le conserver, on pouvait le sécuriser. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Si l'on souhaite maintenir le niveau de vie des gens, si l'on souhaite réduire les inégalités. Et donc, l'enjeu, c'est d'accepter ce changement, déjà, parce que c'est un changement, Bah oui, et que le changement, c'est surtout très qu'en difficile plus, de l'accepter. Moi, quand je t'entends raconter ça, je me dis, on se sent en insécurité un petit peu plus, tu vois, financièrement. Bien sûr. On peut avoir le réflexe, au contraire, tu vois, de vouloir sécuriser encore plus. Alors, c'est la différence entre épargner et investir. Je veux bien que tu nous expliques, parce que je pense que c'est pas clair. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est ça que les gens doivent apprendre à faire. Et c'est pas facile, parce que pendant très longtemps, on a dit aux gens qu'investir, c'était spéculer. Donc, j'essaye, moi, de redire aux gens qui peuvent, s'ils veulent, épargner, investir ou spéculer. C'est les 3 activités que tu peux avoir avec ton argent quand tu en as. C'est quoi les différences concrètement? Alors, c'est assez simple. Épargner, c'est mettre de l'argent à un endroit où il ne peut pas disparaître. D'accord? Ok. Là, c'est pour qu'il soit de côté, c'est ce que j'appelle l'argent certain. Ok. C'est de l'argent certain. Tu mets ton argent sur un livret A, tu es certain qu'il ne va pas diminuer. Le problème, c'est que, évidemment, la nature étant toujours équilibrée, l'économie aussi, si c'est très sécurisé, la probabilité que tu gagnes beaucoup d'argent dessus est très faible. Et donc le rendement moyen, ce que ça te rapporte, c'est pas grand-chose. Par exemple, le livret A. Par exemple, le fonds en euros des contrats d'assurance vie. Par exemple, le livret d'épargne populaire. Donc ça, c'est l'épargne. Et l'épargne, historiquement, ça sert à éviter d'avoir à contracter des dettes. Okay. C'est-à-dire que l'épargne ne sert pas à sécuriser ton avenir, historiquement. Historiquement, l'épargne, ça sert à te protéger. Donc c'est une démarche de sécurité, l'épargne. Et on a coutume de dire, dans la théorie des finances personnelles, qu'il faut avoir, en moyenne, 3 à 6 mois de tes revenus en épargne. Ok. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Pour une raison simple, les crédits à la consommation, les découverts, c'est une arme de destruction massive pour votre argent. C'est une catastrophe. Ça a mis ma famille dans la merde pendant 15 ans. Ok. C'est présenté comme une facilité de paiement, alors que c'est le cas typique du truc que tu fais aujourd'hui pour te faciliter la vie où tu sacrifies l'avenir. Okay. Donc, les crédits à la consommation et les découverts, c'est dans 100% des dossiers de surendettement Banque de France. Le problème, c'est que ces crédits à la consommation ont des taux extrêmement élevés. Okay. Par exemple, 10%. Oui, tout à fait, oui. Par exemple, 15%. C'est gigantesque. Et ce qui fait que tu ne t'en sors jamais. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à refaire des crédits à la consommation pour rembourser le précédent. Donc, la seule chose pour éviter cette spirale négative, c'est l'épargne. Et donc, on a coutume de dire aux gens, la première chose que vous devez faire dans la vie, c'est de vous constituer une épargne de précaution. C'est de la sécurité. D'accord ? Donc, dans l'usage, si je comprends bien, tu as ton épargne de précaution, tu peux aller piocher dedans pour un projet X ou Y. Et après, tu la remontes. Ensuite, tu la reconstitues. Exactement. Okay, c'est ça. Donc, quand le lave-linge... Tu fais ton autocrédit, quoi. Exactement. Okay. C'est se constituer un coussin de sécurité, un élastique, tu vois, comme un tampon, un amortisseur. Voilà. Et ça t'évite d'avoir besoin des crédits à la consommation et des découverts. Et ça, c'est hyper important. Juste, les crédits à la consommation. L'an dernier, en France, c'est 21 milliards d'euros d'intérêt. D'intérêt. Je sais pas si le débat budgétaire pour 40 milliards, on nous fait la révolution. Là, il y a les gens, évidemment, c'est les catégories classe moyenne, classe populaire. 21 milliards d'intérêts. C'est gigantesque, c'est énorme. Tu vois, ça devrait être un dernier recours, le crédit à la consommation. Et en plus, c'est de l'argent qui m'a pas réinjecté. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais... Tout le problème, c'est d'avoir de la dette pour fonctionner. C'est le problème de notre pays actuellement. C'est le problème des foyers qui ont eu des surdépenses. Donc, l'épargne, c'est l'épargne de précaution. L'épargne. D'accord ? Quand le lave-linge pète, tu pioches.
Et après, tu reconstitues pour être à 3 mois ou 6 mois. Moi, je suis plutôt team 6 mois de revenus de côté. Okay. Le seul enjeu pour l'épargne, c'est battre l'inflation. D'accord. Pour pas perdre de l'argent. Oui, bah oui. Parce que l'inflation, on a coutume de parler de l'inflation dans l'impact que l'inflation a sur ton panier de courses, sur ce que tu achètes. On ne parle jamais de l'inflation sur ton argent. Oui, non, mais c'est tellement... Alors qu'en fait, l'an dernier... Quand tu le dis, c'est évident. C'est 30 milliards d'euros. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a 500 milliards d'euros d'argent des foyers français qui sont sur des comptes courants qui rapportent rien. Alors que l'argent qui est sur ton compte courant, ta banque, elle le prend, elle s'en sert, elle gagne de l'argent avec, au minimum le taux de la Banque Centrale Européenne, et elle le garde pour elle. D'accord ? En 2024, c'est 30 milliards d'euros d'intérêts gagnés par les banques sur l'argent des familles. Et pendant ce temps-là, il y a aussi du coup 30 milliards d'argent des familles qui a disparu des comptes courants face à l'inflation. Oui, forcément. Oui. Donc, l'épargne de précaution, elle doit te servir au moins à battre l'inflation. C'est hyper important, sinon tu perds de l'argent. Et c'est emmerdant de se perdre de l'argent sur son épargne. Quand même, oui, non, mais complètement. Donc, l'épargne de précaution, c'est ça. C'est 3 à 6 mois de revenus, c'est les livrets et c'est à ça que ça sert. Et un enfant, il n'a pas besoin d'épargne de précaution. Un enfant, il a besoin que ses parents aient une épargne de précaution. Donc, mettre de l'argent pour 18 ans sur un livret à 2%, c'est pas l'idée la plus efficace si tu veux utiliser l'argent au maximum. Donc, ça, c'est de l'épargne. L'investissement et la spéculation. Allons-y. La spéculation, l'autre cas extrême du spectre, c'est acheter au plus bas pour vendre au plus haut le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle faire un coup, c'est ce qu'on appelle spéculer, c'est-à-dire essayer de choisir un truc que tu vas acheter maintenant pour le revendre vite et faire le gain le plus élevé possible. D'accord ? Ok. C'est pas interdit. En revanche, c'est vachement dur. Ouais. Tout le monde te dit que c'est mal. Chacun en pense ce qu'il veut. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est très difficile. C'est affreusement difficile. Et j'en sais quelque chose puisque 90% des particuliers qui essayent de spéculer en bourse perdent tout la première année. C'est des chiffres officiels. D'accord. Autre chiffre officiel, retrouvable sur Internet, de l'étude Spiva, 90% des gérants professionnels du monde entier qui gèrent nos investissements, notre épargne dans des fonds, 90% d'entre eux, tous les ans, depuis 50 ans, ils font moins bien que le CAC 40 ou le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaines, qu'on appelle un indice boursier. Ben, ceux qui essayent de faire mieux, 90% d'entre eux, ils n'y arrivent pas. Okay. Et en France, il y a 3000 milliards d'euros d'argent des gens qui est confié à cela. D'accord. Et les médias ne parlent jamais de l'étude Spiva. J'en ai déjà entendu parler, mais même les 90%, nous, dès qu'on nous parle de traders, de spéculation, quoi, on nous parle de succès, on nous dit que c'est risqué. Mais on nous parle de réussite. Tu vois. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. D'accord. Okay. Donc, c'est un vrai problème parce que depuis 50 ans, on nous fait croire qu'investir, c'est ça. Alors que non. Alors, l'enjeu, c'est que si tu penses qu'investir, c'est spéculer, tu vas te dire, à juste titre, c'est vachement dur. C'est-à-dire que ça fait un peu un grand écart, si tu veux, entre sécurité de l'épargne et se dire mon argent il est là, il bouge pas et je peux tout perdre d'un claquement de doigts. Tu comprends peut-être pourquoi l'investissement n'a jamais été démocratisé en France. Bon. C'est un problème parce qu'investir c'est pas ça. Ça c'est spéculer. Et les vendeurs de produits financiers, à juste titre non, mais on comprend pourquoi ils l'ont fait, ont leveragé le tabou pour dire aux gens investir c'est vachement dur. Hein. Je vais le faire pour toi, moi c'est mon métier, j'ai fait Polytechnique. Tu vois ? Et ça a créé une immense confusion que la seule chose qui existe, c'est l'épargne. Dans le reste du monde, où il n'y a pas de protection sociale collective, comme on a eu en France pendant très longtemps grâce à l'État-providence qui est très bien, les gens ont dû apprendre à se démerder autrement. Et assez rapidement, ils sont arrivés à une solution qui est ce qu'on peut appeler l'investissement, c'est-à-dire donner de l'argent à des entreprises pour 10 ans, 20 ans, pour les aider à se développer, et ensuite en récupérer. Investir, c'est ça. Ok. Et il se trouve que investir à long terme, puisque tu comprends que l'investissement, c'est du long terme, en fait. Oui, bien sûr. L'épargne, c'est plutôt du court terme, c'est pour protéger ton argent. 3-6 mois. La spéculation, c'est de l'ultra court terme. Ok. L'investissement, c'est le
long terme. Et à long terme, ce qui marche depuis 120 ans, c'est la diversification. C'est-à-dire, tu mets pas tous tes œufs Dans le même panier. dans le même panier, et ça, tout le monde le sait. Ok ? Ce qui fait que même si t'as des petites pertes d'un côté ou des grands gains de l'autre, à un moment, tu vas aussi avoir un certain équilibre, quoi. C'est la moyenne. Ok. Et la moyenne, dans la vie, en général, c'est pas ouf. Ouais. C'est rare que tu dis, je suis moyen. C'est vrai. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et ben, la performance moyenne des actions du monde entier, depuis 120 ans, et avec toutes les guerres mondiales, avec toutes les crises du pétrole, et les crises financières, et les crises économiques, c'est 7% par an. Ok. La moyenne du CAC 40, depuis qu'il existe, c'est 7% par an aussi. Ok. La moyenne du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, depuis 20 ans, c'est 10% par an. Ok. Ouais. Et les assurances vie en France, depuis 15 ans, c'est 2,5% par an. J'allais te dire, on est loin de nos assurances vie, de nos Voilà. livrets A. Et faire 7% par an ne veut pas dire spéculer. Parce que c'est la performance moyenne. Si tu restes à long terme, il y a une condition à ça, c'est que c'est vrai, ça. Tout ce que je viens de te dire, c'est vrai sur des périodes d'au moins 15 ans. Ok. Ah oui, oui. Parce que si tu prends une période plus courte, bah, si tu prends par exemple au hasard 39-45, la performance n'est pas tout à fait la même. Si tu prends 2008-2011, la performance n'est pas tout à fait la même. Le grand mensonge, entre guillemets, de la gestion financière pour les autres, c'est de dire, l'année prochaine, je vais faire 7%. Si tu me confies ton argent. Il y a aucune. C'est peut-être vrai. Aucune base. Oui, oui. C'est peut-être vrai, mais il n'y a pas de base réelle. C'est comme une spéculation finalement. Exactement. Okay. Les gens essayent de ce qu'on appelle battre le marché. Ça ne marche pas. Arrêtez d'essayer. Toi, Mathias, t'es papa ? Oui. Quand t'es devenu papa, déjà, est-ce que la paternité t'a fait réfléchir ou a changé peut-être ton rapport à l'argent ? Est-ce que ça a modifié ta façon d'en parler, peut-être, d'épargner ou d'investir ? Moi, la paternité, c'est l'événement le plus impactant de ma vie. Donc, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, ça m'a donné une bonne raison d'arrêter de laisser mes émotions me faire dépenser de l'argent n'importe comment. Ah ouais ? D'accord. Donc, c'est le premier impact que ça a eu. Ça m'a fait arrêter de fumer ensuite. C'est bien ça. Et ça m'a poussé à approfondir vachement plus une thérapie. Ok. Ça m'a énormément impacté, la parentalité. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ça a impacté mon caractère. Un petit peu, ouais. Je touchais du doigt le fait que dans mon travail, à l'époque, je sentais confusément qu'il y avait un truc qui allait pas. Et puis parfois j'étais colérique. Et puis j'étais frustré beaucoup. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs qui allaient pas bien. Et du coup, j'avais commencé à parler avec un médecin psychiatre qui est devenu depuis une amie pour essayer de comprendre. Ça a duré 15 ans, en fait. J'adore ça. Je fais ce qu'on appelle les thérapies comportementales. Okay. Je trouve ça très efficace. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer ma vie et celle de mes proches. Je crois pas que ce soit fini un jour. Donc, moi, la parentalité, le premier truc que ça m'a fait, c'est que j'ai arrêté de dépenser mon argent n'importe comment. Ouais. Ça, c'est une réalité. Parce qu'avant, tu le dépensais donc n'importe comment, c'est-à-dire j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas très glorieux, mais je dépensais de l'argent pour être aimé, en fait. Ouais. Je dépensais de l'argent pour... auprès de ta femme, auprès de tes amis. Tout le monde. Okay. Tout le monde. Je dépensais de l'argent pour être aimé des autres. Ok, comment? En resto? Plein de choses. Voyage, toutes sortes de trucs, des cadeaux un peu délirants, enfin, des cadeaux trop gros, bizarres presque, tu vois. Si j'étais au resto avec mes potes, j'allais inviter tout le monde sans rien dire à la fin. Si j'allais quelque part, j'allais laisser 20 € de pourboire. Je croyais utiliser l'argent pour faire plaisir aux autres. Et comme ça, peut-être qu'ils allaient plus m'aimer. Ça comblait un vide en toi un peu quand même, du coup. Enfin, t'essayais oui, du moins. Ah, complètement. T'essayais de combler un vide en toi avec ça, quoi. Complètement. Mais comme beaucoup de gens vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire comme beaucoup de gens, oui. Le rapport émotionnel à l'argent est très, très, très compliqué quand même. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, parce que la vraie éducation financière, c'est pas un cours de master. J'ai démontré à plusieurs reprises qu'en une demi-heure d'explication technique, tu avais tout ce qu'il faut. Pour à peu près toute ta vie, pour 80% des gens. Ouais. D'accord ? Quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, tu as d'autres problématiques qui nécessitent un savoir-faire plus technique, particulier. D'accord ? Mais ça concerne très peu de gens. Et tout le système a été construit pour ces 15%-là. C'est pour ça que Trade Republic a autant de succès, si tu veux. Parce que nous, on a construit un système pour les 85%. Eh oui. Et donc, l'enjeu, c'est comment tu peux, avec des outils, avec de la communication, avec de la pédagogie, accompagner ce que j'appelle moi la transition financière et un changement à la fois du système et des comportements individuels. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, en devenant papa ? Tes enfants arrivent, tu continues ta thérapie, et donc là, comment ça se passe ton rapport à l'argent ? Est-ce que tout à coup, tu te dis,
il faut que j'assure leur avenir. Est-ce que il y a quelque chose qui se débloque? Ou est-ce que vraiment en fait, il y a eu un jour, ouais. Il y a eu un moment. Un déclic, quoi. Il y a eu un moment important, c'est le jour où j'ai fait mon premier budget. Ok. Et en fait, j'ai fait un budget pour l'arrivée de ma fille. Ouais. De me dire, attends, parce que j'étais... en fait, j'ai gavé de sous. Cette année-là, j'étais un peu ric-rac, justement. Ah ben non, c'était le contraire. Parce que il y avait eu l'année d'avant le mariage que j'avais financé. Et donc, c'est une dépense importante en France. Donc, j'étais un peu ric-rac là à ce moment-là. Ma fille arrivait. Et moi, je savais pas ce qu'il allait falloir dépenser pour acheter des trucs qui allaient être utiles à bébé ensuite, tu vois, et tout. Et donc, j'ai fait un budget. Et c'est la première fois, je crois, que j'ai fait un budget. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai toujours formalisé dans un budget les trucs pour mes enfants. Parce que je ne voulais jamais me retrouver dans la situation d'avoir mal anticipé pour eux et de pas pouvoir leur donner un truc important pour eux, si tu veux. Je pense pas à des jouets ou des trucs, mais je sais pas. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est encore le truc qui se répète, c'est pour les autres, t'arrives à faire des choses avec ton argent, mais pour toi, tu vois, c'était pas si évident, quoi. C'est aussi pour ça que je dis toujours aux gens qui veulent commencer leur chemin d'éducation financière, de le faire avec quelqu'un. Mais oui, bien sûr. De la même manière que pour moi, en tout cas, ça a toujours été plus facile d'aller au sport quand j'avais quelqu'un qui m'attend, plutôt que d'y aller tout seul. Je comprends. Pour l'éducation financière, comme c'est beaucoup émotionnel, et que comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question d'habitude, avoir quelqu'un avec qui construire ces nouvelles habitudes, ça marche très très bien. Comme ça, tu restes pas seul face à tes émotions et aux trucs. Donc c'est quoi? Si tu fais des budgets ensemble, Par exemple, après il y a plein de cas différents, mais si ton problème à toi, ça va être ton budget et ton pouvoir d'achat à la fin du mois, bah tu peux peut-être trouver quelqu'un. Et si c'est ton partenaire de vie, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ça a été mon cas aussi à moi avec mon épouse. Notre vie s'est considérablement améliorée le jour où on a commencé à faire un budget mensuel, assis derrière une chaise tous les deux. Alors comme moi, j'étais en banque, j'ai un fichier Excel, parce que moi, je travaille sur Excel beaucoup. Mon épouse, elle, c'est des papiers, parce qu'elle est très manuelle, elle préfère le papier. Et on comparait nos budgets à la fin du mois. Et quand on a commencé à faire ça, c'est vrai que notre vie s'est considérablement améliorée. Et là, j'ai vu récemment le cas de parents qui prenaient leur propre éducation financière en main assez tard et qui le faisaient avec leur enfant de 17 ans. Ah, super intéressant. Hyper intéressant. Ouais. Dans un podcast précédent, j'ai eu l'occasion d'accompagner une femme qui était malheureuse dans son rapport à l'argent. Si tu veux, c'était sur Légende il y a un an maintenant. Et je pense à Séverine, entre autres, qui était pas bien dans son rapport à l'argent du tout, qui en avait pas beaucoup. Et un an plus tard, le changement de vie, laisse tomber. Elle a changé de boulot, ça fait un an qu'elle fait l'éducation financière avec sa fille de 17 ans. Et t'imagines la relation mère-fille ensuite, quoi. Super positive, parce qu'elles sont fières de ce qu'elles ont fait ensemble. Ça, c'est un truc pour lequel Ah, mais je comprends totalement. Et en plus, tu crées du lien autour. Là, par contre, l'argent devient un outil de création de valeur commune. En plus, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est que du coup, on sait pourquoi on dépense, on sait qu'est-ce qu'on priorise et tout, tu vois. Et accessoirement, s'il n'y a pas de valeur commune sur ce sujet-là, peut-être faut le savoir assez rapidement quand même. C'est vrai. Parce que c'est pas des choses qui se rattrapent très bien. Vrai. Je sais pas si sur Tinder, il y a quelles habitudes de dépenses j'ai ou quelle valeur j'accorde à l'argent, ou tu vois. Non, les sujets, c'est plutôt qui va payer les restos, les 50-50, les machins. Mais ça aussi, ça en dit beaucoup sur les relations. Bien sûr. Et en dernier recours, si t'as pas de partenaire, si t'as pas d'enfant adolescent, si t'as personne autour de toi, on a tous dans nos familles au moins un geek de finances perso. Franchement, dans quasiment toutes les familles, on a un tonton ou une tata qui font leur budget, leur compte de ouf, qui savent exactement au centime. On en a tous au moins un. Parfois, ça peut être un collègue de bureau. Et le dernier recours, c'est un truc formidable qui est sur la plateforme sociale Reddit. Il y a des groupes où là, les marques peuvent pas aller. Moi, j'ose jamais ouvrir ma bouche dans ce groupe-là en tant que je travaille chez Trade Republic, tu vois, qui s'appelle Vos Finances. Il y a un autre qui s'appelle Vos Sous, et où c'est des gens qui s'entraident les uns les autres. Et franchement, le niveau de qualité est juste dingue. Mais attention, sur Reddit, il y a quand même beaucoup de... Là, il y a un niveau... souvent de l'expertise, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Donc, il y a ça aussi maintenant aujourd'hui. Et demain, j'espère qu'il y aura des associations. Il n'y a pas de coach financier en France, c'est interdit. Donc, il faudrait qu'il y ait des associations. Toi, tu plaides pour une éducation financière dès l'enfance. Alors là, tu as donné quelques exemples avec l'adolescence, etc. Mais concrètement, à partir de quel âge est-ce qu'on peut parler d'argent avec nos enfants? Je pense que c'est dès qu'ils commencent, eux, à en parler. Les enfants, ils finissent... Enfin, en tout cas, les miens, je sais pas si ça c'est les autres, de mes amis ou quoi. Il y a toujours un jour où ils demandent... Qu'est-ce que tu fais avec la carte? Pourquoi tu parles de la banque? C'est quoi la banque? Pourquoi vous vous engueulez?
Pourquoi je peux pas avoir ça Et puis c'est aussi un outil éducatif, ne serait-ce que pour les maths. Quand j'étais en instruction en famille avec ma fille, en fait, je me suis remis à réutiliser de l'espèce parce qu'en fait, à 3 ans, du coup, elle a appris à compter aussi avec l'argent, tu vois. Très bien sûr. J'ai des copains, moi, qui regardent leur ticket de caisse de course parfois avec leurs enfants pour que les enfants comprennent pourquoi ils ont acheté ci ou ça. Pourquoi, tu vois, le débriefing du ticket de course. Ah bon, ça coûte ça, j'en reviens pas. Tu vois, pour les aider à avoir un ordre de grandeur aussi. Souvent, on va s'arrêter à dire c'est cher, c'est trop cher ou c'est pas cher, tu vois. Mais ça veut rien dire. Eh oui. Et après, ça te positionne toute ta vie dans un rapport à la consommation qui est un peu malsain. Un autre truc que moi, ce que j'ai mis en place, par exemple, grâce à mon père qui l'a mis en place avec moi, si on est en train de regarder la télé, dès qu'il y a de la pub, je coupe le son. Si on est dans la bagnole, à la radio, s'il y a de la pub, je coupe le son. Et les gamins, ils comprennent pas pourquoi. Et moi, je leur dis, c'est une phrase de mon père qui est devenue maintenant légendaire dans la famille, qui est la pub, ça rend neuneux. Ça te fait acheter des trucs dont t'as pas envie. Okay. Juste ça. Et après, ils comprennent que l'argent, du coup, c'est pas un truc que dans l'émotion négative, qui est pas juste un tabou dont on parle pas et dont tout le monde souffre. Et voilà, c'est un truc dont on peut se saisir. Et moi, la seule chose que je veux en tant qu'humaniste, c'est que les gens soient en contrôle. Voilà. Donc les enfants, à mon avis, il y a 1000 manières d'aborder le sujet avec eux pour que, avec un objectif simple en tête, qu'ils aient un rapport sain à l'argent. Voilà. Que leur rapport à l'argent ne déclenche pas des malheurs, des crises, des problèmes qui s'accumulent parce qu'on n'en parle pas, etc. Moi, ça a été le cas dans ma famille. Ça a été le cas dans énormément de familles. Et c'est dommage, quoi. Parce que je trouve, moi, que les humains valent mieux que ça. Ah, mais du coup, sinon, on n'a pas un rapport sain à l'argent. Eh ben, en essayant d'éduquer ses enfants, on améliore le sien aussi. T'as des jeux, t'as des exemples très concrets Ah bah oui, il y a pour que les gens puissent mettre en place. Déjà, je peux citer peut-être 2 petits cahiers pour les jeunes. Un qui est fait par une start-up qui est super, qui s'appelle EasyWeb, qui a les cahiers EasyBook d'aventure, d'éducation financière, d'apprendre, etc. C'est à quel âge, ça? Ça commence à 7 ans, je crois. Ah ouais, déjà? Ouais. Mes gamins sont bêta-testeurs, moi. Okay. Mes enfants, ils sont bêta-testeurs, ils adorent. Donc, je peux affirmer en tant qu'utilisateur que ça marche très bien. Ok, super. Et ensuite, il y a un ami à moi très étonnant, quelqu'un qui a un PhD en économie et qui a géré les plus grandes fortunes de Belgique pendant 10 ans et qui un jour en a eu marre, qui avait jamais vu un réseau social de sa vie et qui a dit maintenant je vais aider 1 million de Belges. Okay. J'en ai marre d'en aider 10. Il a un PhD et j'ai mis 2 ans à le convaincre de faire une chaîne YouTube. Maintenant ça marche très bien. Donc il s'appelle Grégory Guillemin. Okay. Il est belge, il a un PhD en économie et il vient d'écrire un cahier pour enfants avec une illustratrice dans le cadre d'une association à but non lucratif. Et l'argent qui est gagné sur le cahier est destiné à organiser des sessions d'éducation financière auprès des enfants défavorisés, puisque l'éducation financière est de manière évidente un facteur de lutte contre les inégalités. Bien sûr. Et un facteur d'équité considérable. Et voilà, donc je le mentionne parce que je trouve ce gars... Ce cahier, on le retrouve où, du coup? Grégory Guillemin. Et sur sa chaîne, on va voir toutes les infos. Oui. Okay. Il est sur LinkedIn, Instagram, YouTube. Je mentionne ces 2-là tout le temps parce que c'est ceux que j'utilise moi pour mes enfants. Et s'il y en a d'autres qui n'hésitent pas à se faire connaître de moi, EasyWeb, c'est des jeunes à Orléans qui ont regretté de pas avoir d'éducation financière étant enfant et qui se sont lancés là-dedans il y a 2 ans et qui ont du succès. Et Grégory Guillemin aussi, qui en a fait un à but non lucratif. Donc, je le mentionne. Ça va être pris pour Sarah. Je te pose la question parce que je sais très bien qu'on va me la poser. Mathias, l'argent de poche, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en plus, parfois, ça peut aussi associer des sentiments négatifs parce que ça, on peut être privé d'argent de poche si on n'a pas les bons comportements, les bonnes notes à l'école, etc. Comment? Et à quel âge? J'avais lu Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain qui a écrit l'excellent livre Génération anxieuse, qui disait que pour lui c'était plutôt vers 8 ans, c'était peut-être bien d'associer aux tâches de la maison, mais en fait c'est pour autonomiser les enfants, pour qu'ils aient cette possibilité de gagner de leur propre argent et de le dépenser eux-mêmes. Moi j'ai 2 enfants qui voulaient être très autonomes. Cool. Et instinctivement j'aurais répondu 7-8 ans effectivement. Ok. Avant, c'est plutôt jouer à la marchande. Oui, carrément. C'est juste comprendre le mécanisme, tu vois, dans le jeu de rôle. Les enfants jouent assez naturellement à la marchande, donc ou au marchand. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé moi. Et ensuite, effectivement, moi, j'utilise l'argent de poche avec un objectif assez précis en tête. Okay. C'est que assez rapidement, on arrive quand même sur le terrain des valeurs que les parents veulent défendre pour leurs enfants. Tu vois. Je crois pas qu'il y ait une approche universellement bonne pour tous les enfants du monde, que tout le monde fasse pareil. Je pense que c'est aussi quand même un élément de valeur. Donc, tu as des gens qui vont plutôt apprendre à leurs enfants à gagner de l'argent pour ensuite pouvoir le donner à une association, et d'autres qui vont apprendre à leurs enfants à travailler dur pour gagner de l'argent, pour en avoir, pour être fort, tu vois.
Et tout garder de côté. Ou, Par exemple, ouais. tu vois, moi, mon objectif, c'est que mes enfants, ils sachent et ils ressentent que l'argent, c'est un flux qu'on utilise, que c'est pas un stock qui nous domine. Donc, j'essaye de les faire passer de Picsou, qui a ses pièces dans son coffre et qui est assis dessus et qui nage dedans et qui est content, qui est quand même une représentation catastrophique. Hein. J'ai grandi avec. Et accessoirement, la plus importante au monde, je pense, pour les enfants. Et ça rejoignait les salauds de patron et mon père qui en parlait. Évidemment, tu vois, évidemment. Moi, je les oriente plus sur les castors juniors, Riri, Fifi, Loulou, qui font des cookies, qui les vendent ensuite pour pouvoir soit faire leur stage en camping tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Ouais. J'essaye de leur amener ça, moi. Et ça demande aussi la préparation d'un budget. Aussi. Et donc, j'ai une expérience en cours. Peut-être que certains parents l'essaieront et me diront si ça a marché. Pour essayer de pas trop les influencer non plus, tu vois. Ce que je fais, c'est que je leur donne, par exemple, 20 €. Et je leur dis, tu peux en faire ce que tu veux. Mais, si avec ces 20 €, tu gagnes 20 €, je t'en redonne 20 de plus. Oh, ah ouais, super intéressant. Tu vois ? Ouais. Et j'ai un de mes filleuls. À quel âge là tu fais ça ? 10, 11 ans. 10, 11 ans, ok. Ouais, 10, 11 ans. J'ai commencé ça à 10, 11 ans. Super intéressant. Et ma fille, elle a réussi 2 fois. Ok. Ouais, 2 fois elle a réussi. Elle a fait un truc que j'aurais jamais pensé. Elle a acheté des jouets usagés des voisins pour les revendre à la brocante. J'en revenais pas. Et toi, tu l'avais rien dit. Hein. Rien dit. Et je fais exprès de rien dire Oui, pour voir bien sûr. comment qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Tu vois. Ah oui, mais alors ça. Et la deuxième fois, elle a fait des cookies. Elle a fait des courses, elle a fait des cookies qu'elle a vendus à l'école, à la kermesse, et effectivement, ça a marché. C'est pas pour en faire des capitalistes ou des entrepreneurs. S'ils ont envie d'être artistes, ils seront artistes. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais c'est parce que je veux qu'ils comprennent que c'est un truc qu'on peut utiliser comme on en a envie, qu'on contrôle, et pas qu'ils nous contrôlent. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche que tu proposes là, c'est que tu donnes 20 €. S'ils ont envie de les dépenser et de pas en gagner plus, pas de problème. Il y a pas de problème, tu vois. Je veux dire, il y a pas de jugement. Non. Justement, tu vois, par rapport à ce qu'on disait, il y a pas d'émotion négative. Non. C'est juste, voilà. Par contre, en effet, tu peux aussi, comme tu disais, l'utiliser comme un flux que tu peux maîtriser toi plutôt que l'argent te maîtrise, quoi. C'est ça. Ça, c'est important. C'est au fond du fond. C'est le plus important pour moi. C'est ça. C'est que les gens soient en contrôle et pas qu'ils soient contrôlés par l'argent. On parlait des émotions liées à l'argent. Bon, ça peut être l'anxiété, ça peut être parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives. Hein. La jalousie, la honte aussi. La jalousie, la honte, la culpabilité. C'est vrai que tu vois. La culpabilité, c'est un des grands gagnants aussi, quand même. Et je sais pas si tu connais le mot compersion. C'est l'inverse de la jalousie. C'est être content qu'il arrive un truc positif à l'autre. Et c'est vrai que tu vois, par rapport à l'argent, il y a beaucoup de jalousie et il y a très peu de compersion, quoi. Comment est-ce que toi, dans ton expérience, parce que moi, je vois vraiment des gens qui se mettent dans des états mais pas possibles par rapport à l'argent. Là, je parle de santé mentale. Comment est-ce que ça a été mon cas. Quel lien on fait et comment est-ce que l'argent, du coup, peut nous aider en travaillant peut-être sur ce lien émotionnel à aller mieux? Je suis pas psychologue. Bien sûr. Mais j'ai une expérience d'utilisateur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup utilisé ça. La psychologie, la psychiatrie. Et la santé mentale est un des enjeux considérables du 21e siècle et ça va pas aller en s'améliorant. C'est un enjeu. Moi, il y a 3 trucs sur lesquels on est en défaut pour nos enfants actuellement. Je mets de côté le changement climatique, évidemment, et l'écologie qui sont au-dessus, si tu veux, en termes de catastrophe, sur ce qu'on a fait. Tout à fait. Mais il y a 3 trucs où on pourrait les armer et où on le fait pas. C'est l'éducation à l'argent, c'est l'éducation au digital et c'est l'éducation à la santé mentale. Et c'est une catastrophe parce que ces 3 trucs-là peuvent rabaisser le niveau d'humanité, quoi. Et c'est un vrai problème parce que le digital est en train de détruire des civilisations. Sans éducation financière dans les 30 ans qui viennent, on va devenir pauvre. Et c'est pas mal d'être pauvre. Mais par contre, on peut faire moins de trucs. Concrètement, aussi simple que ça. On a vu que depuis 5 ans, malheureusement, la situation des jeunes est en train de se dégrader très, très, très fort. Il y a toute une génération là qui, pour le coup, est vraiment sacrifiée. Et c'est pas un mot que j'emploie à la légère. Et je parle pas de génération sacrifiée pour ceux d'après les boomers, c'est pas vrai. Mais cette génération-là, Covid, là, leur santé mentale a été sacrifiée. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, il y a pour moi, c'est les 3 grands enjeux éducatifs du 21e siècle. Et qui sont quand même un petit peu entremêlés, du coup. Je me dis aussi que si... Alors, attention, je mets toutes les facettes qu'il faut, mais que même si tu viens d'un milieu populaire comme moi, tu vois, parce que moi, je repense forcément, tu vois, tout ce que tu me dis, je suis en train de le transposer en me disant, mais si j'avais su ça, j'aurais fait ça. Mais, tu vois, et je me dis, c'est les messages les plus bouleversants que j'ai reçus, tu sais. Mais oui, mais bien sûr. J'ai un message qui m'a beaucoup marqué d'un homme d'une 50aine d'années, ouvrier, et qui m'écrit sur LinkedIn. Et manifestement, il avait créé un compte LinkedIn pour m'écrire, quoi, tu vois. Ok. Et il me dit,
Mathias, les gens m'appellent Mathias assez naturellement, il me dit « J'ai pleuré en lisant votre bouquin ». Et il me dit « J'aurai pas une bonne retraite, je vais pas y arriver, j'ai trop peu de temps devant moi, c'est trop tard. » Mais mes enfants, eux, ils vont pas laisser le truc filer. Waouh. Okay. Moi, je suis banquier à la base, tu vois. Donc, j'ai reçu, donc pour répondre à ta question, le témoignage numéro 1 que je reçois en privé, c'est-à-dire en message privé, les fameux DM sur les réseaux sociaux, les MP là, c'est je me sens plus fier de moi, je me sens mieux, je suis en contrôle, ou alors avec mon mari, avec ma femme, avec mon conjoint, avec mon copain, avec mes enfants, je me sens mieux parce que je me sens en contrôle. Ce qui n'implique pas de gagner plus. Exactement. Non mais c'est ça le truc. Et j'ai des gens qui gagnent 15 000 balles par mois qui me disent ça, et des gens qui gagnent 1500 balles par mois qui me disent ça. L'argent est relatif. L'une des règles fondamentales de l'argent, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Et c'est ce que font en général aussi les hommes. Et justement, tu parles des hommes, pardon. C'est pour ça que les femmes ont un meilleur rendement que les hommes. Parce qu'elles ne se comparent pas, elles construisent. J'allais y venir. Et l'investissement, c'est un truc chiant comme la pluie, mais ce qui marche, c'est la régularité, la diversification, les frais faibles. C'est comme le sport, faut en faire un peu, tu vois. Ce qui marche vraiment, et c'est ce qu'on appelle en psychologie la gratification différée. Et ça, c'est très, très important. Dans la vie, de manière générale. Il y a plein de trucs dans la vie, pas que l'argent. Il y a plein de trucs dans la vie qui marchent mieux à long terme, avec un peu de patience et de la consistance et de la régularité. Déjà l'éducation. Par exemple, le sport, la santé, la nourriture, les relations amicales. Tu vois ouais, donc l'argent, c'est pareil en fait. Et les gens, quand ils le découvrent et qu'ils s'y mettent, le témoignage numéro 1 que j'ai reçu, c'est « je me sens mieux ». Et voilà, c'est pas magique. Tout le monde ne va pas devenir riche et partir vivre à Dubaï dans 3 semaines, et voilà. Mais au moins, on est en contrôle. Tu parlais justement, tu vois, un petit peu de la différence homme-femme par rapport. Donc les femmes génèrent plus de rendement quand c'est elles qui gèrent les investissements, en tout cas sur le long terme. Malheureusement, elles le font pas. Et oui, alors et on les laisse pas le faire. Ce que tu disais, c'est que moi, ce que j'avais lu, c'était que les hommes s'occupent justement de ces investissements à long terme moins bien, alors que les femmes s'occupent de tous les dépenses à court terme. Et toi, tu penses qu'il faudrait peut-être switcher un petit peu les deux ? Alors. Parce que nous, les mecs, des fois, on aime bien, tu sais, la gamification, avoir la dopamine très vite. Je suis dans un rôle de pédagogue. Bien sûr. Et dans un rôle où tu essayes de transmettre quelque chose, tu dois t'inscrire dans ton contexte. Et donc, parfois, je suis volontairement trop, un peu polémique, mais je le dis, parce que c'est dans ce contexte actuel, il y a un mur culturel à faire bouger. Et pour faire bouger un truc, faut pousser un peu fort. D'accord. Et donc, quand je dis si on n'apprend pas à investir maintenant, on va tous être pauvres en 2045, c'est pas tout à fait vrai. Quand je dis il faut que les hommes arrêtent de s'occuper des investissements de long terme et les femmes arrêtent de s'occuper de l'argent du quotidien et il faut faire l'inverse, ce sera plus efficace, c'était évidemment exagéré. Oui, non mais bien sûr. C'est évidemment un peu trop. C'est de la punchline. Cela étant, ça permet aux gens d'au moins se poser la question. Ouais. Et après, chacun verra s'il a envie de se saisir du sujet dans son couple. Mais la réalité actuelle, en Europe et en France en particulier, c'est que quand on confie des investissements de long terme aux femmes, qui n'y connaissaient rien avant, qui ont 32 ans de moyenne d'âge, elles le font mieux que les hommes. Okay. Trade Republic, c'est presque une expérience sociologique, si tu veux, parce qu'on a 10 millions de clients en Europe, dont 80% n'avaient jamais investi avant. Et ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Et ils sont pas là avec quelques euros, ils nous ont confié 150 milliards d'euros. Donc c'est toute une génération d'Européens, des néo-investisseurs, c'est des gens qui avaient jamais investi avant de leur vie, qui là investissent. Et ce depuis 5 ans. Donc c'est presque une expérience sociologique de voir ce qu'ils font, si tu veux. Oui, tout à fait. Bon. Qu'est-ce qu'on observe ? Contre tout cliché, contre toute attente, contre tout machin, 75% d'entre eux sont venus pour préparer leur retraite. D'accord ? Donc, le gars qui veut aller louer une Ferrari à Dubaï dans un penthouse, machin, c'est un mythe. C'est-à-dire, la jeunesse d'Europe, c'est pas ça. Il y en a un, mais c'est une ultra minorité. Oui, tout à fait. Okay ? Donc, déjà, tu te dis, merde, ils ont 30 ans, ils pensent à leur retraite. Tout le monde te dit partout, les jeunes, ils pensent pas à ça. Bon, bah, nous, il y en a 10 millions quand même. C'est pas 2, tu vois. Donc, premier enseignement surprenant, ils sont là pour investir à long terme.
Ils sont pas là pour spéculer. Deuxième enseignement qui était attendu et qui est pas très étonnant, ils aiment bien les trucs écolos. Oui. Ils investissent, pas tous, ils investissent, pour beaucoup d'entre eux, dans des paniers d'actions plutôt version ESG. Ok. ESG, c'est le Nutri-Score de l'épargne. C'est ce qui te dit si c'est une boîte qui s'en fout complètement de son impact ou si c'est une boîte qui tient compte de son impact. Ok. Et aujourd'hui, tu as, et c'est bien, des paniers de plein d'actions et où tu peux choisir la version écolo. Tu vois, D'accord. la version où ils ont enlevé toutes les boîtes qui respectent pas des critères d'écologie, de social et de gouvernance. Ok. Intéressant. ESG. C'est pas encore parfait. C'est pas encore un Nutri-Score. Il faudrait un truc comme ça, justement. Mais ça avance. Ça va dans la bonne direction. Les énergies renouvelables, au-delà d'être une bonne idée économique en termes d'investissement, parce que c'est un secteur d'activité qui c'est pas mal. Le secteur de l'eau, le secteur du soin aux personnes. Il y a plein de secteurs d'activité qui ont un impact social positif. Oui, tout à fait. Bon, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est des secteurs d'activité plutôt en croissance. Ah, Donc, tu fais d'une pierre deux coups, si tu veux. Tu sers ta fin du mois, tu sers la fin de ta vie, mais tu sers aussi la fin du monde. C'est les trois fins que les gens doivent réconcilier, si tu veux. Moi, je veux pas les opposer. J'essaye de les rassembler. J'essaye de permettre aux gens de gérer en même temps la fin du mois, la fin de leur vie et la fin du monde. C'est ça les trois fins qu'ils ont en face d'eux, si tu veux, les gens. Ah, c'est vrai, c'est vrai. L'autre aspect, c'est que l'investissement de long terme, ça ne se gamifie pas. Ouais. Je veux insister là-dessus. Ouais. Si Pas de vous dopamine avez, tout de suite. si vous avez une application d'investissement qui vous met des confettis quand vous investissez, fuyez. Ok. Fermez votre compte. D'accord. C'est une catastrophe. Ça joue sur ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater une opportunité. Fear of missing out. Ça joue sur les pressions sociales, ça joue sur investissez comme Jean-Claude. C'est pas bon. Ça vous fera pas gagner de l'argent. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les influenceurs, enfin chez certains influenceurs qu'on peut appeler influx voleurs, qui disent venez investir comme moi, vous allez gagner des millions, alors qu'en fait eux ce qu'ils prennent c'est une commission sur l'outil d'investissement qu'ils vendent. Bien sûr. C'est tout. Donc tu as la gamification, là où elle est très utile, je trouve moi, c'est sur la pédagogie. Je trouve qu'on peut apprendre en jouant. Ça oui. Ça complètement. Ouais. Et je crois que ça marche très bien d'ailleurs. C'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Exactement. Et donc je défends moi le fait qu'on se fasse des quiz, des exercices. J'ai fait un cahier d'activités, tu vois, un truc un peu fun pour apprendre. Ça oui. Et il y a un autre endroit où on peut se faire des petits plaisirs, des petits succès fréquents, un peu comme dans un jeu vidéo quand tu gagnes des points à chaque niveau, etc. C'est l'argent du quotidien. Ouais, tout à fait. Donc il y a une réalité, c'est que si certains hommes ont besoin de se comparer, qui se comparent sur leur budget mensuel avec leurs potes, sur moi ce mois-ci c'est 15 balles d'économiser parce que j'ai été malin là-dessus, tu vois, ça oui. Mais te compare pas pour ton investissement de long terme, pour ton épargne, c'est pas bon du tout. L'autre réalité, pourquoi je dis ça ? Parce que les femmes, elles ont 7 000 € de retraite de moins que les hommes. En Europe, encore aujourd'hui. Parce qu'elles ont un risque de dépendance financière qui est 8 fois supérieur à celui des hommes. Parce qu'en cas de divorce, elles perdent 25% de pouvoir d'achat contre 5% pour les hommes. Et donc, je dis ça aussi pour que les femmes investissent davantage. Et que ce soit parce que leur mari les laisse pas, que ce soit parce qu'elles se sentent pas capables d'eux alors qu'elles sont plus capables qu'eux, quelle que soit la raison, en fait. Je leur dis, investissez. Vous le faites mieux que les mecs. Les écoutez pas. Faites-vous confiance. Investissez. Je veux pas savoir pourquoi vous avez pas investi jusqu'à présent. Il y a 1000 raisons. Maintenant, il faut le faire. Et je le dis très clairement, politiquement, économiquement, socialement, aider les femmes à commencer à investir, c'est un enjeu aussi important pour la société dans son ensemble que de les intégrer au marché du travail au 19e siècle. Ok. C'est aussi important que ça, en termes d'impact collectif long terme. Parce que c'est un manque à gagner colossal. Là, je remets ma casquette de banquier économiste. Je peux te garantir que 2% de rendement de plus par an, c'est 100% de plus au bout de 24 ans. D'accord ? Donc c'est pas, elles font un peu mieux. 2% de rendement par an en plus, c'est 100% de plus à la fin. Le double. Ouais, donc c'est énorme. l'enjeu est colossal. C'est énorme. Donc, non, mais c'est un vrai enjeu. Mais c'est bien qu'on en parle parce que il y a un vrai enjeu de justice sociale, colossal et d'égalité homme-femme, quoi. Et en plus, c'est un enjeu d'humanisme, quoi. Je veux dire, on a fait une expérience avec Trade Republic. On a envoyé à 500 000 Européennes et Européens un message en leur disant on va vous poser des questions d'économie. Est-ce que vous pensez que vous allez bien répondre ? Okay. Majoritairement, les femmes ont dit
Non. Majoritairement, les hommes ont dit « Ouais, vas-y ». Enfin, on parle des mêmes hommes où il y a 54% des mecs qui pensent qu'ils peuvent faire atterrir un avion, tu te rappelles? Je sais pas si tu avais vu cette stat. Pour avoir essayé, on peut pas. Ça, je tiens à le confirmer. Pour avoir essayé une fois, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. Et il vaut mieux qu'il y ait un pilote dans l'avion. Bref. Et il se trouve qu'évidemment, les femmes ont mieux répondu que les hommes. Voilà. Ça, c'est une expérience réelle qu'on a faite nous sur des vrais gens il y a 2 ans. Donc, voilà, c'est dommage. Pour revenir sur l'investissement par rapport aux enfants, pour assurer leur avenir, pour le faire bien, justement, avec Trade Republic, vous lancez le plan épargne enfant. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce qui vous a amené à le faire? Nous, on est une start-up. On est une grosse start-up maintenant, mais on reste toujours une start-up dans l'état d'esprit. Si tu veux. Okay. Et donc, on s'intéresse à ce que les gens veulent. Évidemment. Et on s'intéresse aussi à ce qui marche. Et il se trouve que, comme je te l'ai dit, on a 10 millions de clients en Europe et qu'ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Et donc, on s'intéresse à ce qu'ils nous demandent. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? De pouvoir investir pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ces 10 millions de personnes, de comprendre, d'apprendre comment investir, pourquoi investir, et ils y sont mis. C'est ceux, évidemment, qui sont les plus motivés pour faire la même chose pour leurs enfants, puisque les enfants ont un truc exceptionnel en investissement, ils ont du temps. Mais oui, tu as raison. C'est ceux qui ont le plus de temps devant eux avant d'avoir besoin de l'argent. Donc, en théorie, c'est la population qui peut le plus investir. Et c'est évidemment la seule population pour laquelle on investit quasiment pas. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était on va mettre jusqu'aux 18 ans des sous sur un livret d'épargne. Et avant, ça suffisait. Et oui. Mais maintenant, le fait est que ça suffit plus. Oui, tout à fait. Et alors que là, on a le temps de garder cet argent bloqué. Tu parlais de 15 ans de durée nécessaire. Exactement. Là, on les a en effet. Et voilà. Et donc, comme nous, on a toute une génération de jeunes parents chez Trade Republic, bah, c'était le produit qui nous demandait le plus, littéralement. Et comment ça marche alors? Parce que... Eh ben, c'est juste un compte titre. Donc, c'est un compte bancaire fait pour investir dessus et sur lequel, donc, les parents, s'il y en a 2, les 2. S'il y en a qu'un, un. Les 2 tuteurs, parents, peu importe, mais c'est une question de garde, en fait, hein. Donc, qui a la garde? Et s'il y a 2, bah, il faut 2. Et donc, les parents ont un compte eux-mêmes chez Trade Republic parce que nous, il faut qu'on les identifie. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le Know Your Customer. Donc on est obligé d'avoir tel et tel critère. On sait que c'est ces gens-là, on a fait le selfie, etc. Et ensuite, les parents peuvent dire « Je veux ouvrir un compte pour mon enfant ». Okay. C'est dans l'application mobile, c'est en littéralement 4 clics avec le livret de famille, et c'est tout. Et donc là, ensuite, les 2 parents, s'il y en a 2, ont accès au compte pour enfants, pour leur enfant, qui est au nom de l'enfant. D'accord. Et jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est les parents qui décident de ce qu'ils font dessus. Et à 18 ans, l'enfant devient les propriétaires de son compte. Ok. D'accord? Donc, c'est un compte titre sur lequel les plus-values, c'est-à-dire ce que tu gagnes, va être imposé à ce qu'on appelle en France la flat tax. Ouais, c'est ça. Le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui est pour les gains que tu fais quand tu investis de 30%. Ok, ah oui, d'accord. Mais si tu ne revends pas, tu n'as pas mis des plus-values, t'as pas fait de plus-value, t'as juste une plus-value qu'on appelle latente. Donc, tant que t'as pas pris ton argent, entre guillemets, tu payes pas 30% d'impôt. Ok. Et si jamais tu retires l'argent, que tu revends ce qu'il y a dessus et que tu as fait une plus-value, bah, tu vas payer un tiers de la plus-value. Ok. En impôt. Ok? Ouais, ce kiff, ouais. Et dessus, tu peux mettre, sur ce plan épargne enfant, ce que tu veux. C'est ce que j'appelle le compte à tout. Donc, c'est un compte à tout. Si tu mets de l'argent, du cash, des espèces, tu vas toucher, comme sur tous les comptes de Trade Republic, le taux de la Banque Centrale Européenne brut, en ce moment, c'est 2%. Donc déjà, l'argent travaille à 2% brut. Okay. Et ensuite, nos clients à nous, ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils font chez nous et pourquoi ils nous aiment autant et pourquoi on a autant de succès, ils font ce qu'on appelle des plans d'épargne automatique. Et donc, ils disent, bah, moi, je veux mettre 50 € par mois, par exemple, c'est le montant moyen en France, dans un panier d'actions du monde entier pendant 18 ans. D'accord. Et pourquoi un panier d'actions? Parce qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification. Et voilà. Ok. Et avant, c'était très compliqué, la diversification. Fallait acheter les actions une par une, les entreprises une par une, éventuellement les obligations une par une, demain les cryptos une par une. C'était très compliqué, entre guillemets. Et c'était pas accessible. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des ETF. C'est un des trucs qui est en train d'exploser partout en France. Donc, je vais pas, détailler ici, mais c'est en gros au lieu d'acheter une action, t'en achètes par exemple 1500 en une fois.
Ok. Et c'est des trucs qui sont cotés en continu, qui sont très faciles à suivre. Donc c'est là, s'il y a des gens qui ont jamais entendu parler d'investissement, ils vont avoir peur en m'entendant. C'est normal. Mais vous allez assez rapidement réaliser qu'en fait, les ETF, c'est en train de devenir, et c'est déjà le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, c'est en train de devenir la manière pour les particuliers d'investir à long terme, de manière diversifiée et très important, avec peu de frais. C'est-à-dire que dans les fonds, dans ta banque, dans ton assurance vie, en moyenne, il y a 2% de frais par an. C'est 100% de frais au bout de 21 ans. Ah oui, tout à fait. Attention, c'est pas rien. 2% de frais par an, c'est colossal. Dans un ETF, il y a 0,2% de frais. Ah oui, d'accord. Okay. Donc 10 fois moins. Ça s'appuie sur ce qu'on appelle les indices boursiers, comme par exemple le S&P 500 dont je te parlais tout à l'heure, où quand il y a un être humain qui essaye de faire mieux, 95% d'entre eux, ils font moins bien. Bah, le moins bien qu'eux, c'est ça, c'est des ETF en fait. D'accord. Donc c'est 10 fois moins cher, et il y en a 9 sur 10 qui font moins bien. Ok. Oui, c'est pour ça que je suis très déçu de ne pas avoir trouvé la pub Fiat moi-même. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Là, ça s'applique pour de vrai, si tu veux. Ah ouais, tout à fait. Et c'est des trucs vérifiables. Il y a des études qui ont été faites. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un avis. C'est la réalité économique. Voilà. Et aujourd'hui, tu as 3000 milliards d'euros d'argent des gens dans des fonds à 2%, dont 95% d'entre eux font moins bien qu'un indice. Et tu as 150 milliards au bon endroit. D'accord ? Ce mouvement-là, ça va être le plus grand mouvement d'argent privé du monde dans les 10 ans qui viennent, et tous les grands banquiers, tous les économistes, les hommes politiques le savent. Et c'est tant mieux. Il y a une autre réalité, c'est que du côté des fonds actifs, du côté des gérants, du côté des assureurs, des banques, il va y avoir un plan social. Parce qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui travaillent sans apporter de valeur aux autres, et ça, c'est pas possible. Oui, ils rapportent de la valeur à la banque. Ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est aussi une réalité. Et quand avec Trade Republic, on apporte une disruption comme ça, on est conscient que ça va aider plein de gens. On a versé 2,5 milliards d'intérêts de la Banque Centrale Européenne aux gens. Sans aucune condition, sans aucun frais. Toutes les banques pourraient le faire. Oui, parce qu'il n'y a aucun frais sur Nous, on est une sur start-up. Bien sûr. Sur le plan épargne enfant, il y a on a zéro rendu 2,5 milliards d'euros d'argent de la Banque Centrale Européenne aux gens. Donc, c'est des gros, ça peut avoir des gros impacts. Donc, ce compte, il n'est pas magique. C'est un compte pour investir. Si vous savez pas investir, vous allez avoir peur de m'entendre. Alors, c'est la question que je vais te poser, c'est que moi, imaginons, moi, je sais pas investir. Voilà. Quand je t'écoute, je me dis, tiens, bon, tu vois, j'ai un petit livret, justement, avec des sous pour Sarah. Je me dis, peut-être que ces sous, je serais peut-être mieux de les basculer à un endroit où. Ça dépend si t'as pas du tout de livret pour toi déjà. Et il faut que tu aies ton épargne de précaution à toi. D'abord, l'épargne pour tes enfants aussi. C'est le parapluie nucléaire sur toi et les tiens, quoi. D'abord, il faut que tu aies ton épargne. Premier point, épargne de précaution. Ouais. Et ensuite, pour investir, on a compris sur la partie administrative, il faut ouvrir un compte chez Trade Republic, faire le compte enfant, enfin le plan épargne enfant, exactement. Et ensuite, est-ce que c'est moi qui décide comment s'investir ou est-ce que juste... on s'appelle Trade Republic. Ok. On s'appelle pas Trade Monarchie. Donc, c'est quand même moi qui dois faire mes choix. On croit aux gens, nous. Mais oui, non, mais bien sûr. Et t'en es capable. Parce que tu vois, ça pourrait être, je sais pas, vous orienter vers un certain niveau de risque d'investissement et c'est vous qui gérez, quoi. Pas du tout. Donc, mes 50 euros, c'est moi qui dis, je les mets là. Ouais. Ok. Je peux te dire ce que font les gens. Ouais, vas-y. Les gens, ce qu'ils font, c'est ils choisissent les ETF les plus larges. D'accord. Et il y en a 2-3 dont le nom est en anglais, malheureusement. Mais en gros, c'est le MSCI World, c'est le FTSE All World. Voilà, t'as des paniers d'actions comme ça. Et les critères, c'est toujours le même, c'est la taille. Donc t'as les 1500 plus grosses, par exemple, ou les 2000 plus grosses du monde. Ça, c'est ce que font l'immense majorité des gens. La moitié à peu près de l'argent investi par les clients Trade Republic part dans ces ETF-là. Ok. On peut comprendre parce que c'est les plus diversifiés. Donc c'est ceux qui, statistiquement, à long terme, ont le mieux marché. Tout à fait. Le moins de risques, voilà, un truc, quand t'es aussi large que ça. Voilà. Aujourd'hui, les gens ajoutent en général aussi à ça un peu d'or. D'or, ok. Ouais. C'est D'accord. le troisième truc le plus acheté chaque mois en automatique. Il y a des ETF sur l'or. Ok. Avec des entreprises qui stockent l'or physique dans des entrepôts sécurisés et qui te vendent un papier qui te donne un titre de propriété sur cet or. Ça permet d'avoir un patrimoine, de l'argent, des investissements diversifiés. T'as pas que des actions. Mais du coup, je comprends mieux aussi, tu vois, une espèce d'aspect fierté. Parce que j'ai réussi à investir aussi, tu vois. Bien sûr. Clairement. Enfin. Bien sûr. Tu vois.
À l'heure actuelle, il y a une autre réalité, c'est que en plus de l'ETF très large, en plus d'un peu d'or, souvent ils achètent un peu de Bitcoin aussi. Ouais. Souvent. Et j'ai pas dit de crypto. Ouais. J'ai dit de Bitcoin. Oui, tout à fait. Tu peux expliquer la différence peut-être le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies, c'est la plus grosse, c'est celle qui est elle est un petit considérée peu comme stable étant... quand même aussi. Je sais pas si on peut parler de stable d'un truc qui vient de faire de 60 000 à 120 000 en 6 mois et qui peut retomber à 80 000 après-demain. Mais donc non, c'est pas stable, c'est très volatile, mais c'est en train de s'institutionnaliser. Ouais, voilà. C'est plus ça le mot, c'est-à-dire que aujourd'hui, les professionnels du secteur financier, les gens, les autorités, les régulateurs, tous considèrent que ce truc-là, il y a une probabilité élevée que ça tienne et que ça reste, que ce soit en fait utile et que ça serve à quelque chose. Les autres cryptos... Les autres cryptos, c'est moins clair. Ouais, okay. C'est moins clair. Donc, ce que disent les gens en général, c'est le Bitcoin, l'or et des ETF très larges. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Toujours. Est-ce que c'est bien de commencer? Oui. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un partenaire parmi les fabricants d'ETF. Donc, nous, on a le supermarché des ETF. On a 20 fabricants différents d'ETF. Okay. On a 2500 ETF disponibles chez Trade Republic. C'est le supermarché des ETF en Europe. Mais il y a un fabricant d'ETF qui a voulu faire un partenariat avec nous pour le plan épargne enfant. Et donc, il y a 3 ETF. Un ETF très large, monde entier. Le même dans sa version ESG. Donc, celui écologiquement, socialement et en termes de gouvernance plus responsable. Et un autre qu'on appelle Horizon de vie, qui est une technique financière très simple qui consiste à mettre des actions et des obligations dans un ETF. Comme ça, c'est moins risqué parce que c'est encore plus diversifié que s'il y avait que des actions. Okay. Les obligations, c'est quoi? C'est les obligations d'État. Donc, c'est l'État français qui te demande de lui prêter de l'argent, qui en échange va te donner un loyer, des intérêts. C'est ce qu'on appelle les bons du trésor, les obligations d'État américaines, françaises, allemandes, voilà. Et ces obligations, c'est prêter de l'argent à un État. Ça peut aussi être des entreprises. En espérant qu'ils vont te le rendre à la fin quand même. Donc, il faut bien choisir. Si tu prêtes à la France, c'est pas pareil que si tu prêtes au Costa Rica. Voilà. Et donc, forcément, plus tu prêtes à des gens qui ont un risque de pas te le rendre, plus ils vont te payer cher pour que tu leur prêtes. Donc, c'est comme partout. S'il y a du rendement, il y a du risque. C'est aussi simple que ça. Donc, les obligations, c'est ce qu'il y a, par exemple, dans l'immense majorité des gens qui nous écoutent, là, ne vont pas savoir qu'ils en ont, mais ils en ont dans leur fonds en euros. Tout à fait. Parce que le fonds en euros n'est rien d'autre qu'un portefeuille d'obligations. Vous pouvez vous constituer par vous-même, mais là, on vous prend 0,7% par an en moyenne parce que quelqu'un le fait pour vous. Ce que j'appelle, moi, c'est le prix de l'émoticône singe. Tu le vois ou pas? Ah ouais, tout à fait. Voilà. Avant, on appelait ça faire l'autruche. Moi, j'appelle ça l'émoticône singe. Et ça coûte cher aux gens. Alors que l'argent, ça vaut le coup de le regarder, justement, pour casser un petit peu en faire autre chose. Les mythes qu'il y a autour. Ouais, et puis il pourrait en faire autre chose. Donc sur ces 3 ETF-là, de Vanguard, dans le plan épargne enfant, même les 0,2% de frais de gestion annuels vous sont rendus. Un compte titre pour mineurs, ça existe depuis toujours. Hein. Personne le sait. Personne s'en sert. Mais là, c'est la première fois que tu as un compte titre pour mineurs où si tu mets de l'argent dessus, tu as 2% d'intérêt brut. Ou si tu fais des plans d'épargne pour investir tous les mois, tu payes pas de frais. Et en plus, il y a 3 ETF qui sont pertinents sur lesquels il y a même pas de frais de gestion. Jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Okay. Donc, c'est la première fois au monde qu'il y a une solution sans aucun frais du tout pour investir pour tes enfants. C'est peut-être le coup d'aller voir. Et ça se passe comment sur le site? S'il y a des professionnels du secteur financier qui nous écoutent, ils vont dire « Ah, le mec, il compare un investissement à des livrets. Oh, hérésie. C'est pas le même risque. » Mais bien sûr, on a bien compris. Je sais. Ça fait 20 ans que c'est mon métier. Et on l'a dit au début de l'épisode. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Néanmoins, les parents d'aujourd'hui, toujours le contexte, les parents d'aujourd'hui, ils ont le choix entre ça. C'est une décision qu'ils doivent prendre. Et moi, je vais pas leur dire, ne comparez pas ces 2 trucs-là, c'est pas pareil. Je vais leur dire, voilà tout ce que vous pouvez faire avec votre argent pour vos enfants, maintenant choisissez. Mais au moins, vous êtes conscient. Vous savez. Et donc, si tu fais un livret, t'es sûr que dans 18 ans, l'argent, il sera toujours là. T'es sûr. Mais t'es aussi sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. C'est un choix. C'est comme ton jeu avec les marauds. Hein. C'est un choix. C'est la même chose. Sinon, tu peux essayer de faire la moyenne des investisseurs
C'est-à-dire dans le monde entier depuis 130 ans. Je sais que c'est dur à entendre en France actuellement encore, mais la vraie moyenne, c'est 7% par an. Et les statistiques nous disent que ça fait 120 ans que si tu es sur plus de 15 ans, tu vas sans doute faire 7% par an si tu es assez diversifié. Voilà. Et chacun choisit. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est très simple. Si tu mets 100 € par mois de sa naissance à ses 18 ans, que tu l'as fait sur un livret, à la fin, tu as 20 000 €. Tu as gagné 2-3 000 € d'intérêt. Si tu réussis à faire 7% par an, à la fin, tu as 43 000 €. C'est aussi simple que ça. La différence, elle est juste là. L'autre différence, c'est que si tu as réussi à investir et à faire 7% par an, tu peux l'apprendre à tes enfants. C'est ce que j'allais dire. Et ça vaut le coup d'en parler avec eux, peut-être aussi. Moi, je trouve que... Alors, il y a des puristes qui vont te dire, il faut pas ouvrir un compte titre pour les enfants, il faut faire un compte titre à soi et leur faire une donation avant leur majorité, comme ça, tu payes pas l'impôt sur les plus-values. Tu t'esquives. Bon. Personne ne le sait. Et je ne sais pas si cette niche fiscale sera encore là dans quelques années. Mon petit doigt me dit que je pense pas, si tu veux, dans l'état actuel de notre pays. Donc, oui, il y a toujours la possibilité de faire mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire démarrer. Et pour démarrer, tu te sens mieux, je trouve, quand tu crées un compte pour ton enfant. Et l'autre gros intérêt, c'est qu'à 18 ans, il va en être propriétaire. Alors là, tu en as toujours 2-3 parents, pas toi, j'imagine, qui vont te dire « Je vais jamais lui donner à 18 ans, il va faire que de la merde. » Bah non, si on a fait de l'éducation financière. Ça va te perdre. Merci, non, voilà. Tu réponds à ma place. Donc, oui, vous ne faites pas un compte titre pour vos enfants jusqu'à 18 ans pour jamais leur en parler. Mais bien sûr. Vous le faites pour leur en parler avec eux, justement. Et qu'ils apprennent à faire ça. Avec vous. Et vous apprenez aussi à leur contact. Donc voilà, je défends ça. C'est très beau. Et je trouve que ça fait une belle fin pour cet épisode. Merci à toi, Mathias, pour cet échange. Moi, je trouvais ça clair, concret. Et surtout très concret, des choses qu'on va pouvoir appliquer. Moi, je vais aller commander le petit livret pour ma fille d'exercice. Parce que c'est vrai que on s'inquiète souvent de l'avenir de nos enfants par rapport à l'école, la santé, les valeurs qu'ils vont avoir, mais plus rarement de leur rapport à l'argent, alors que c'est essentiel. EasyWup. I-Z-I-W-U-P. Et Grégory Guillemin aussi. On mettra le lien en description de l'épisode et affiché aussi sur la vidéo YouTube. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre comment parler d'argent aux enfants, tant mieux, on a fait le taf. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil au plan d'épargne enfant de Trade Republic qui soutient cet épisode. Encore une fois, merci. Et surtout, de continuer la discussion autour de nous avec l'argent, parce que parler d'argent, que ce soit avec ses enfants, avec ses amis, avec ses parents aussi, c'est aussi récupérer du contrôle et une partie de notre liberté. Merci beaucoup, Mathias. Merci à toi.